Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Éléonore Joanneau, rédactrice en droit de la protection sociale aux éditions législatives. Excusez-moi. Et je suis avec Cécilia Descodins, qui est journaliste aux éditions Francis Lefebvre, journaliste en droit social. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire dédié au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour 45 minutes, au cours desquelles, avec Cécilia, nous allons vous présenter les mesures phares de ce projet de loi. Donc le PLFSS pour 2022, il a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale le 29 novembre. Toutefois, il faut que vous ayez en tête que le Conseil constitutionnel a été saisi le lendemain de cette adoption, donc le 30 novembre, et que donc les mesures prévues par ce texte que nous allons vous présenter aujourd'hui deviendront définitives qu'une fois la décision du Conseil rendue et la loi publiée au journal officiel. Donc on observe que cette loi s'inscrit dans la continuité des précédentes LFSS, avec la poursuite de certaines réformes, comme notamment l'unification du recouvrement des cotisations sociales et le prolongement des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, compte tenu du temps qui nous est donné, nous avons fait le choix de ne pas traiter les mesures qui sont relatives au statut particulier, mais nous allons nous concentrer sur les mesures qui sont consacrées aux travailleurs indépendants et aux employeurs de droit commun. Donc, comme vous allez le voir, cette loi comprend de nombreuses mesures pour les travailleurs indépendants, et notamment, une petite précision, les mesures du plan en faveur des travailleurs indépendants qui sont répartis sur 3 véhicules législatifs différents. Donc la LFSS pour 2022 qui modifie le Code de la sécurité sociale et les précédentes LFSS, le projet de loi de finances pour 2022 qui modifie le Code général des impôts, et enfin le projet de loi en faveur de l'activité indépendante qui modifie le Code du travail et le Code de commerce. Donc, nous allons vous présenter dans un premier temps les mesures qui s'inscrivent dans le prolongement de la crise sanitaire, puis celles qui concernent les travailleurs indépendants, et enfin, nous nous attarderons sur 4 autres mesures. Donc, je passe la parole à Cécilia. Merci beaucoup Éléonore et bonjour à tous. Merci de nous suivre aujourd'hui pour ce webinaire consacré au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Donc la crise sanitaire est toujours là et nous avons toujours des mesures d'accompagnement pour les employeurs et les travailleurs indépendants. Alors j'ai commencé par vous présenter les mesures concernant les travailleurs indépendants. Donc la première mesure dont je voudrais vous parler, c'est celle de l'article 19 de la loi qui concerne la possibilité pour les travailleurs indépendants de bénéficier de plans d'apurement dérogatoires. Donc il faut savoir que cette possibilité a d'abord été prévue par l'article 65 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 et c'était pour les dettes qui étaient constatées au 31 octobre 2020. Et ensuite, en fait, il y a eu une prolongation avec l'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 aux dettes constatées au 30 septembre 2021. Et on a enfin maintenant une nouvelle prolongation pour les dettes constatées au 31 décembre 2021. Alors pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'en fait, ces plans sont très intéressants puisqu'ils donnent lieu à aucune pénalité ni majoration de retard sous réserve du respect de leur échéance, et c'est aussi par rapport à leur durée, puisqu'en fait, ils peuvent s'étaler de 6 mois à 24 mois avec une prolongation possible jusqu'à 36 mois. Il faut savoir qu'il y a un décret qui vient de paraître du 6 décembre 2021, donc c'est très très récent, qui porte cette durée à 5 ans pour les travailleurs indépendants des secteurs S1 et S1 bis, ainsi que pour les travailleurs indépendants qui sont situés dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer où l'état d'urgence a été prolongé. Donc ça, c'était la mesure qui intéressait les cotisations. Maintenant, je vais vous parler des mesures qui intéressent les prestations pour les travailleurs indépendants. Donc, je vais commencer par une mesure qui concerne leur indemnité journalière maladie-maternité. Donc, le but de cette mesure, c'est de préserver leurs droits à ces indemnités en 2022.
Donc, il faut savoir que du fait de la crise sanitaire, les revenus des travailleurs indépendants ont pu diminuer en 2020. Et donc, cette mesure prévoit de neutraliser le revenu d'activité de l'année 2020 dans le calcul des indemnités journalières qui seraient versées en 2022 pour les arrêts de travail qui commenceront à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022. Alors, pourquoi cette mesure? C'est parce qu'en principe, les indemnités journalières des travailleurs indépendants sont calculées sur la moyenne du revenu des 3 dernières années civiles qui précèdent la constatation de l'incapacité de travail. Donc, un décret devrait paraître pour préciser les modalités d'application de cette mesure. Alors, on a une autre mesure qui concerne cette fois-ci l'assurance vieillesse de base, mais qui ne concerne pas tous les travailleurs indépendants, celle-ci. Elle concerne uniquement les travailleurs indépendants qui ont commencé leur activité avant le 1er janvier 2020 et qui étaient éligibles en 2020 et 2021 au dispositif exceptionnel de réduction de cotisations sociales Covid-1, Covid-2 ou Covid-3. Et en fait, cette mesure consiste en une attribution gratuite de trimestres d'assurance. Et alors, il faut savoir qu'elle est très intéressante pour les auto-entrepreneurs. Donc, les auto-entrepreneurs, c'est les travailleurs indépendants qui relèvent du régime microsocial, puisqu'elle peut leur permettre d'acquérir jusqu'à 4 trimestres supplémentaires pour 2020 et pour 2021, soit 4 trimestres par année. Par contre, pour les travailleurs indépendants de droit commun, elle est moins intéressante puisqu'ils versent déjà une cotisation minimale pour l'assurance vieillesse. Du coup, cette mesure ne peut conduire qu'à l'attribution d'un seul trimestre supplémentaire. La dernière mesure dont je vais vous parler en lien avec la crise sanitaire pour les travailleurs indépendants concerne les auto-entrepreneurs. Donc, c'est l'article 96 de la loi et l'objectif de cette mesure, c'est d'éviter qu'il y ait une minoration de leurs prestations en espèces, aussi bien maladie, maternité, invalidité ou retraite de base et complémentaire, alors qu'il y ait une minoration du fait des aides dont ils ont bénéficié pendant la crise sanitaire. Il faut savoir que les auto-entrepreneurs ont bénéficié d'un dispositif spécifique qui leur a permis de réduire leur assiette de cotisation sociale. Donc, pour éviter que leurs prestations soient calculées sur cette assiette minorée, il est prévu que pour les années 2020 et 2021, celle-ci soit prise en compte pour les montants bruts de chiffre d'affaires et de recettes. Voilà, donc je te repasse la parole, Éléonore, pour les employeurs. Merci, Cécilia. Alors, la première mesure que je vais vous présenter en lien avec l'épidémie de Covid-19 concerne le prolongement du dispositif des arrêts de travail dérogatoires en 2022. Donc, pour refaire un petit peu l'historique, depuis 2020, des arrêts de travail dérogatoires sont délivrés dans des conditions favorables aux personnes qui sont dans l'impossibilité de travailler ou de télétravailler en raison de l'épidémie de Covid-19. Donc, il s'agit des personnes qui sont cas contact, des personnes qui sont symptomatiques et qui attendent le résultat d'un test Covid, des personnes qui sont positives au Covid ou encore de celles qui sont en quarantaine ou en isolement au retour d'un pays à risque. Cependant, il s'avère que ce dispositif dérogatoire, il ne peut pas être mis en œuvre au-delà d'une durée d'1 année. L'année dernière, il avait déjà été prolongé jusqu'au 31 décembre 2021 par la LFSS pour 2021. Mais aujourd'hui, on observe que l'évolution de l'épidémie est encore incertaine. Et c'est pourquoi le PLFSS pour 2022, il prévoit une mesure qui propose de nouveau de prolonger ce dispositif pour 1 année supplémentaire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Il faut savoir que la mesure prévoit aussi qu'un décret pourrait, de façon anticipée, venir mettre fin à ce dispositif, donc de façon anticipée, avant le 31 décembre 2022. Il est par ailleurs prévu par cet article de la LFSS que le gouvernement puisse modifier par ordonnance jusqu'au 31 décembre 2022 le cadre législatif des arrêts dérogatoires, donc aussi bien pour les IJSS que pour le complément employeur, afin de rétablir, adapter ou compléter les dérogations prévues dans ce cadre.
Et chaque ordonnance pourra prévoir l'application rétroactive des dispositions qu'elle contient dans la limite d'1 mois avant sa publication. Le but serait de conserver la réactivité nécessaire pour la mise en œuvre de ces mesures. Juste un petit point d'attention concernant les indemnités complémentaires de l'employeur. Celles-ci sont désormais prévues par la loi Vigilance sanitaire. Donc elles ont été détachées du PLFSS pour être intégrées dans la loi Vigilance sanitaire, qui a été publiée le 11 novembre dernier et qui prévoit que les indemnités complémentaires, donc dérogatoires, pourront être prolongées jusqu'au 31 juillet 2022. Et les IJSS continuent à être prévus par le PLFSS, qui prévoit une prolongation jusqu'au 31 décembre. Voilà pour ces précisions. La seconde mesure concerne l'activité partielle et le régime social de l'indemnité complémentaire qui est reconduit en 2022. Donc, comme vous le savez, le recours à l'activité partielle, il s'est considérablement accru depuis le début de la crise sanitaire. Et dans ce cadre, le traitement social de droit commun des indemnités légales, dans la mesure où il était particulièrement complexe, il a été adapté par le législateur pour le simplifier et faciliter son application par les employeurs. Donc, en pratique, ces indemnités, elles sont désormais assujetties à CSG et CRDS, applicables aux revenus de remplacement au taux unique de 6,7%. Et de même, depuis le début de la crise sanitaire, donc en mars 2020, il a été décidé pour les indemnités complémentaires d'activité partielle qu'elles puissent faire également l'objet d'un régime dérogatoire dans les mêmes conditions que pour les indemnités légales. Donc désormais, le régime social des indemnités complémentaires d'activité partielle a été aligné sur celui des indemnités légales. Donc ces dérogations pour les indemnités complémentaires, elles ont été prolongées par la LFSS pour 2021 et le PLFSS pour 2022 propose de prolonger cet aménagement jusqu'au 31 décembre 2022. Le but, c'est d'inciter les employeurs qui demeurent encore affectés par la crise sanitaire de continuer à verser cette indemnité complémentaire. Et en effet, il paraît justifié de poursuivre ces règles d'assujettissement dans des conditions aussi avantageuses dans la mesure où la reprise de l'activité économique est encore incertaine. Et une dernière précision à ce sujet, comme en 2021, lorsque la somme des indemnités légales et des indemnités complémentaires excède 3,15 SMIC, la part des indemnités complémentaires supérieure à cette limite serait soumise aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité. Voilà pour cette deuxième mesure. Et je vais vous présenter une dernière mesure en lien avec l'épidémie de Covid-19 qui concerne les aides au paiement des cotisations et donc une imputation possible sur les cotisations en 2022. Donc pour refaire un petit peu, recontextualiser, à l'origine, c'est la loi de finances rectificative pour 2020 qui a créé un dispositif d'exonération de cotisations sociales qui était assorti d'une aide au paiement des cotisations qui permettait en fait de soulager les entreprises qui avaient fait le choix de reporter leurs cotisations patronales pendant le premier confinement. Cette aide au paiement correspondait à 20% des rémunérations versées sur les périodes d'exonération. Puis ces deux dispositifs d'exonération et d'aide au paiement, ils ont été prolongés par la LFSS pour 2021. À ce moment-là, le but était de répondre aux difficultés rencontrées lors de la deuxième vague du Covid. Cette aide au paiement était toujours égale à 20% du montant des rémunérations et s'adressait aux employeurs particulièrement affectés par la crise sanitaire, donc dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture ou de l'événementiel. Et ce sont des employeurs qui ont subi soit des mesures d'interdiction du public, soit une forte baisse de leur chiffre d'affaires. Et puis dernièrement, dans le cadre de la levée progressive des mesures sanitaires, de restrictions sanitaires, et pour soutenir la reprise de l'activité, donc en mai 2021, après le confinement d'avril, la loi de finances rectificative pour 2021, elle a maintenu ce dispositif d'aide au paiement pour les périodes de mai à juillet, donc l'été dernier, avec un taux de l'aide qui est passé de 20 à 15% et au profit des employeurs éligibles au dispositif prévu par la LFSS pour 2021, donc lors de la seconde vague. Donc, il faut savoir que le montant de ces aides au paiement, il est imputable sur les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2021.
Mais cependant, on se rend compte de la lenteur de la reprise de l'activité pour certains secteurs comme le théâtre ou le cinéma ou encore les départements d'outre-mer. Donc cet article du PLFSS, il donne la possibilité aux employeurs qui sont éligibles d'imputer le solde du montant d'aide au paiement sur les cotisations et contributions sociales qui sont dues au titre de l'année 2022. L'objectif, c'est vraiment le prolongement du soutien à la reprise de l'activité. Voilà pour les mesures concernant l'épidémie. Je passe la parole à Cécilia. Merci beaucoup, Éléonore. Donc maintenant, je vais vous parler des mesures pérennes qui intéressent les travailleurs indépendants. Il faut savoir qu'une des difficultés pour les travailleurs indépendants qui a été identifiée par le plan en leur faveur qui a été présenté par le gouvernement, ça tient à la complexité de l'assiette sur laquelle est calculée leur cotisation sociale. Et un des éléments de cette complexité, c'est le décalage temporel qui existe entre le moment où ils perçoivent leurs revenus et le moment où ils versent leurs cotisations. C'est-à-dire qu'en principe, les cotisations sont assises sur le revenu de l'année en cours. Donc, les cotisations qu'on paye pour 2022 seront assises sur le revenu de 2022. Et on ne connaît pas encore le revenu de 2022. Donc, elles sont calculées à titre provisionnel sur le revenu de l'année N-2. Donc, dans mon exemple, sur le revenu de l'année 2020. Elles sont après ajustées une fois qu'on connaît le revenu de l'année 2021, donc au moment de la souscription de la déclaration des revenus pour 2021, et elles sont définitivement régularisées en année N+1 lorsqu'on fait sa déclaration de revenus, donc ce sera en 2023, en juin 2023. Donc pour cette raison, il y a un décalage temporel qui est assez important et ça peut conduire à des problèmes de trésorerie pour de nombreux travailleurs indépendants lorsque, par exemple, ils ont une année plus difficile après quelques bonnes années. Il faut avoir des appels de cotisation assez élevés. Donc, pour cette raison, en fait, il y a un dispositif qui est expérimenté depuis le 1er janvier 2019, qui a été prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Vous savez, c'est la fameuse loi qui a mis fin au RSI. Donc, ce dispositif, il est cantonné à une toute petite population de travailleurs indépendants pour le moment, puisqu'il est mené que par 2 URSSAF au niveau national. De mémoire, l'URSSAF d'Occitanie et d'Île-de-France. Et c'est auprès des travailleurs indépendants hors professionnels libéraux. Et en fait, les travaux parlementaires ont mis en évidence le fait que pour le moment, on n'a pas encore les moyens de bien évaluer l'intérêt de ce dispositif. Et donc, l'idée, c'est de le prolonger pour 2 ans et surtout de l'étendre à l'ensemble des travailleurs indépendants, professionnels libéraux compris. Donc, par contre, pour les professionnels libéraux, ils pourront rejoindre ce dispositif qu'à partir du 1er janvier 2023. Donc, ce dispositif, en quoi consiste-t-il ? C'est un dispositif qui permet aux travailleurs indépendants, grâce à un téléservice, de moduler au fil de l'eau leur acompte de cotisation trimestrielle ou mensuelle. C'est-à-dire que chaque mois ou chaque trimestre, ils vont déclarer ce qu'ils estiment avoir réalisé comme revenu et leurs cotisations seront calculées dessus avec une régularisation une fois que le revenu définitif de l'année sera connu. Donc, ça leur permet d'ajuster en fait leur acompte de cotisation en fonction de leur activité courante. Donc, ce dispositif est élargi au 1er janvier 2022 à tous les travailleurs indépendants hors professionnels libéraux et hors ceux qui relèvent déjà d'un dispositif simplifié de paiement de déclaration de leurs cotisations, et au 1er janvier 2023 à l'ensemble des travailleurs indépendants. Et il y aura un rapport qui sera remis pour savoir s'il y a lieu de pérenniser ce dispositif. Alors après, il y a une autre mesure aussi qui est en lien avec ce décalage temporel qui est particulièrement, qui peut être compliqué à gérer en fait. C'est la suppression de la majoration de retard en cas de surestimation du revenu d'activité de l'année en cours. Donc c'est vrai que dit comme ça, on a un peu du mal à situer la mesure. Il faut savoir que par rapport à ce que je vous ai expliqué, il y a déjà une dérogation qui existe, qui permet aux travailleurs indépendants d'échapper au calcul de ces cotisations sur une base provisionnelle, sur la base de l'année N-2. Et
Et dans ce dispositif justement qui permet d'échapper à ça, le travailleur indépendant, il va donner aux URSSAF une estimation du revenu qu'il pense accomplir cette année. Donc, par exemple, en début d'année 2022, je vais dire que je pense accomplir ce revenu-là pour l'année 2022. Mais le problème, c'est que comment sont rédigés les textes, si je me trompe de plus d'un tiers, c'est-à-dire que si je, fais je déclare un revenu inférieur de plus d'un tiers à ce que je vais réellement réaliser comme chiffre d'affaires, comme revenu, eh bien, je vais encourir une majoration de retard. Et donc, l'article 19 supprime cette majoration de retard. Alors, bon, c'est une mesure assez symbolique, puisqu'en fait, elle n'a jamais été appliquée, cette majoration de retard, et c'est pour éviter qu'elle ait un effet dissuasif pour les travailleurs indépendants qui pourraient être intéressés par ce dispositif de déclaration du revenu estimé. Donc maintenant, je vais passer. Alors, c'était la mesure qui concernait les cotisations dont je voulais vous parler. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui a trait plus aux conditions d'exercice, puisque ça concerne les attestations de vigilance. Donc, on sait que pour les contrats d'un certain montant, le donneur d'ordre doit s'assurer que son sous-traitant est à jour de ses déclarations et paiements de cotisations, que pour cela, il lui demande une attestation de vigilance. Et le problème, c'est qu'en début d'activité, les travailleurs indépendants ne peuvent pas disposer de cette attestation, puisqu'ils commencent leur activité, ils n'ont pas encore déclaré leur revenus. Et en plus, pour les premiers appels de cotisation, il y a un délai de 90 jours qui s'ajoute en plus aux échéances normales. Donc, pour leur permettre de, dès le début de leur activité, participer à des appels d'offres et démarcher pour des contrats d'une certaine importance, ils peuvent avoir une attestation de vigilance provisoire qui va être valide pour la période qui est comprise entre le début d'activité et la date de la première échéance déclarative ou de paiement. Et il faut aussi savoir que l'attestation de vigilance de droit commun, maintenant, sera obtenue sans attendre l'exigibilité des cotisations et contributions, mais dès la déclaration des revenus. Alors maintenant, j'ai une autre mesure qui s'inscrit dans la réforme qui vise à unifier le recouvrement de la sphère sociale autour des URSSAF et des caisses générales de sécurité sociale, qui a déjà conduit au recouvrement de certaines cotisations par ces deux organismes. Eh bien, l'article 12 de la loi prévoit qu'au 1er janvier 2023, les cotisations qui sont actuellement recouvrées par la CIPAV seraient recouvrées par les URSSAF et les caisses générales de sécurité sociale. Donc la CIPAV, c'est la caisse qui gère l'assurance vieillesse de base, retraite complémentaire et invalidité décès de très nombreux professionnels libéraux, notamment les architectes, les experts, les moniteurs de ski. La liste est assez longue. Et surtout, c'est auprès de cette caisse-là qu'elles sont affiliées la plupart des auto-entrepreneurs. Et afin d'augmenter en fait le taux de recouvrement des cotisations qui sont dues par les affiliés à cette caisse, il est prévu que ces cotisations soient recouvrées au 1er janvier 2023 par les URSSAF et les caisses générales de sécurité sociale en Outre-mer. Et ce transfert va s'accompagner d'un alignement des règles de recouvrement, notamment pour les dates d'échéancier et aussi les modes de paiement. Maintenant, je vais vous parler de mesures qui intéressent les prestations. Donc, une première mesure, c'est un aménagement aux règles de maintien de droit aux prestations. Il y a des maintiens de droit qui sont prévus par le Code de la sécurité sociale. Donc, lorsqu'on cesse de remplir les conditions pour bénéficier de prestations en espèces, eh bien, pendant 12 mois, à partir du moment où on cesse de remplir ces conditions, on peut continuer à bénéficier des prestations au titre de notre précédente activité.
Et il y a également un maintien des droits qui est prévu pour les personnes qui sont indemnisées au titre de l'assurance chômage. Et la difficulté qui a été identifiée par les travaux parlementaires, c'est que lorsque certaines personnes qui auparavant avaient une activité salariée qui pouvait être bien rémunératrice, reprennent en fait une activité indépendante qui l'est moins à ses débuts, en fait ne peuvent pas bénéficier de ce maintien parce qu'ils ont repris une activité. Et en même temps, en application des règles propres à leur nouvelle activité indépendante, les indemnités qu'ils peuvent avoir sont soit nulles, soit d'un très faible montant. Donc, c'est par exemple le cas d'une personne qui était salariée, qui va reprendre une activité qui va la conduire à être auto-entrepreneur et qui va finalement se retrouver avec des indemnités nulles pour la maladie ou d'un montant très faible pour la maternité. Il ne va pas pouvoir réclamer ses indemnités au titre de son activité salariée, quand bien même elle serait encore dans la période de maintien des droits. Donc en fait, cet article 96 vise justement à ce que on conserve en fait ces indemnités au titre de sa précédente activité. Et il faut savoir que cette mesure fait l'objet d'une application rétroactive pour aussi bien les congés maternité que les congés maladie. Maintenant, je vais vous parler d'une autre mesure qui intéresse les collaborateurs libéraux. Il faut savoir que la précédente loi de financement de la sécurité sociale a allongé le congé paternité d'adoption pour les salariés. Eh bien, l'article 96 fait bénéficier de cette mesure les collaborateurs libéraux pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2022 ou ceux qui auraient dû naître à partir de cette date ou qui sont nés avant. Alors maintenant, je vais vous parler un peu longuement du statut du conjoint collaborateur. Il faut savoir que la loi de 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises oblige en fait le conjoint du chef d'entreprise qui participe à l'entreprise à opter pour un statut. Donc ce statut, c'est soit le statut salarié, le statut associé ou le statut collaborateur. Et en fait, l'idée qui est sous-jacente aux mesures que je vais vous présenter, c'est que le statut du conjoint collaborateur est moins avantageux pour les intéressés que les statuts salariés ou associés, puisque déjà, il n'y a pas nécessairement de rémunération. Donc la première mesure, c'est de limiter dans le temps ce statut, puisqu'en fait, on ne peut opter pour ce statut que pour 5 ans. Et à l'issue des 5 ans, on est obligé de choisir soit le statut salarié, soit le statut associé. Et à défaut de choix, c'est le statut salarié qui s'applique. Après, il y a aussi une autre mesure qui vise à étendre ce statut aux concubins du chef d'entreprise, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était seulement le partenaire de Pacs ou le conjoint qui pouvait disposer de ce statut. Maintenant, il y a également le concubin. Et après, il y a aussi, alors ça c'est une mesure plutôt technique, c'est-à-dire qu'il y avait 2 dispositions dans le Code de la sécurité sociale qui prévoyaient des durées différentes pour le congé d'adoption du conjoint collaborateur. D'une part, il y avait une disposition qui prévoyait que c'était la moitié de la durée du congé maternité, et une autre disposition qui prévoyait que c'était les 3/4. Et en fait, on a donc l'article 96 qui précise que c'est bien les 3/4 du congé maternité. Et enfin, on a une disposition, une mesure qui concerne les conjoints collaborateurs des auto-entrepreneurs qui vise à simplifier le calcul de leur cotisation sociale. En fait, leur calcul était assez complexe puisqu'il y avait aussi bien par rapport à l'assiette qu'au taux. Et maintenant, il est prévu qu'en fait, leur cotisation soit calculée sur un taux qui ne tienne compte que des seuls risques pour lesquels ils cotisent, et soit sur le montant du chiffre d'affaires ou des recettes de l'auto-entrepreneur, soit sur un montant forfaitaire qui sera fixé par décret. Voilà, je vais te passer la parole, Eleonore. Merci Cécilia. Donc, je vais vous présenter 4 autres mesures pour terminer.
La première d'entre elles concerne la retraite progressive et l'extension de cette retraite progressive aux salariés en forfait jour. Donc il faut savoir qu'à ce jour, la retraite progressive, elle permet à un salarié de percevoir une partie de sa pension de retraite tout en exerçant une ou plusieurs activités à temps partiel. C'est l'article L351-15 du Code de la sécurité sociale qui le prévoit. Aussi, en fait, il apparaît que les salariés qui ont conclu une convention de forfait en jours dits réduits, ils ne peuvent pas bénéficier de la retraite progressive dans la mesure où ils n'ont pas cette qualité de salarié à temps partiel. Donc le Conseil constitutionnel a été saisi en février dernier d'une question prioritaire de constitutionnalité à ce sujet et il en a déduit que cette différence de traitement entre les salariés dont la durée de travail est exprimée en heures et ceux qui exercent une activité quantifiée en jours, cette différence de traitement, elle méconnaissait le principe d'égalité devant la loi. Donc en conséquence, le PLFSS, enfin l'article 110 de cette loi, elle propose d'étendre ce dispositif aux salariés en convention de forfait en jours. Donc dès lors, à compter du 1er janvier 2022, le bénéfice de la retraite progressive, il pourra s'appliquer en plus des salariés qui exercent une activité à temps partiel, à ceux qui exercent une activité à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'extension de la retraite progressive. Il y a également une mesure qui peut vous intéresser sur le congé proche aidant. Juste pour un petit rappel, le congé de proche aidant, il est ouvert à tout salarié qui accompagne un proche âgé ou handicapé en perte d'autonomie d'une particulière gravité, et il donne droit à l'AJPA. L'AJPA, c'est l'allocation journalière du proche aidant. Et l'article 54 de la loi élargit le périmètre des bénéficiaires de l'AJPA en supprimant cette condition de particulière gravité, ce qui permettrait d'ouvrir ce congé aux aidants de personnes bénéficiaires de l'APA, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie, c'est-à-dire les personnes âgées classées en GIR 4, puisqu'aujourd'hui, seules les personnes classées en GIR 3 en bénéficient. De même, les dons de congés entre salariés pourraient intervenir en faveur d'un salarié venant en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie. Et là encore, la condition de particulière gravité serait aussi supprimée dans ce cas-là. Par ailleurs, ce congé il serait également ouvert aux aidants de personnes invalides ou bénéficiaires de rente AT-MP et percevant à ce titre la majoration pour tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne. Et enfin, l'AJPA et l'AJPP, l'AJPP c'est l'allocation journalière de présence parentale, serait revalorisée au niveau du SMIC. Et l'ensemble de ces mesures entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2023. Ces dispositifs seront donc améliorés et ils contribueront à mieux soutenir les personnes aidant un proche en perte d'autonomie. Alors, une troisième mesure qui concerne le contrôle URSSAF et la simplification du droit de communication. Donc, il faut savoir que les agents des organismes de sécurité sociale, donc dont les agents de contrôle URSSAF, ils ont la possibilité d'obtenir, dans le cadre de leur contrôle, des informations et des documents auprès de tiers, comme des organismes, des entreprises ou des établissements bancaires, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé. Donc, il s'agit du droit de communication qui est prévu par le Code de la sécurité sociale. Les documents qui sont demandés par ces agents, ils doivent leur être communiqués à titre gratuit et dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande. Mais il apparaît toutefois que dans certains cas, le délai de réponse des tiers, il soit excessivement long et que la transmission des documents sous un format papier, elle ne soit pas toujours exploitable et donc que la durée des procédures de contrôle soit allongée. Donc, pour remédier à ces difficultés, cet article de la LFSS,
elle propose de faciliter ces échanges en permettant aux agents de contrôle de demander aux tiers de leur transmettre les documents de façon dématérialisée. Donc le but, c'est de lutter contre la fraude de façon plus efficace, d'alléger la charge pour les tiers, de simplifier les échanges et donc de fiabiliser les données qui sont recueillies. Et puis une dernière mesure qui concerne les TZ et CEA, donc c'est l'article 13 de la LFSS qui assouplit les conditions de recours au titre emploi service entreprise et au chèque emploi associatif. Donc à ce jour, les entreprises qui adhèrent à l'un de ces deux dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et contributions sociales, ils sont obligés de l'utiliser pour l'ensemble de leurs salariés. Mais à compter du 1er janvier 2024, cette règle sera supprimée et les employeurs, ils auront la possibilité d'utiliser ces deux dispositifs, même s'ils n'y ont pas recours pour leurs autres salariés permanents. Cette mesure, elle vise à simplifier les démarches administratives de l'employeur et à faciliter l'embauche de salariés occasionnels pour des emplois de courte durée ou en remplacement de salariés absents. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les autres mesures. Maintenant, une petite conclusion sur l'entrée en vigueur de la loi. Donc, sauf disposition contraire, les mesures de la LFSS pour 2022 s'appliqueront à compter du 1er janvier 2022, avec une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2023 pour le transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations des professionnels libéraux affiliés à la CIPAV, pour l'amélioration du dispositif du congé de proche aidant et pour la possibilité pour les professionnels libéraux de participer au dispositif dérogatoire de modulation des acomptes de cotisation. Et également une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2024 pour la simplification de l'utilisation des TZ et CEA. Voilà, et on vous rappelle que le Conseil constitutionnel a donc été saisi le 30 novembre, donc nous sommes encore en attente de sa décision. Avant de passer aux questions, puisque vous êtes nombreux à avoir posé des questions par rapport au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Excusez-moi, je viens de me rendre compte que j'ai laissé mon masque. Donc, je disais, avant de répondre aux questions, je voulais vous dire qu'on a le plaisir de vous offrir un test gratuit à notre application Navis Social. Et dans le Navis, vous pourrez retrouver le FRS, notre feuillet rapide social consacré à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, qui sort d'ailleurs aujourd'hui. On va peut-être prendre connaissance des questions. Alors. Alors, j'ai une question concernant le statut du conjoint collaborateur. Donc, pour la durée de 5 ans, effectivement, en fait, pour les personnes qui ont actuellement le statut de conjoint collaborateur, la durée va commencer à être comptée à partir du 1er janvier 2022. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que c'est une durée de 5 ans qu'on prend en compte, qu'on détermine en prenant en compte toutes les entreprises auxquelles la personne a participé en tant que conjoint collaborateur. Mais pour l'entrée en vigueur de cette mesure, en fait, on met les compteurs à zéro pour tout le monde au 1er janvier 2022. Et une précision, en fait, cette limitation à 5 ans, elle est assortie d'une exception pour les personnes qui sont en fin de parcours professionnel, puisqu'elle n'est pas applicable aux personnes qui vont atteindre l'âge de 67 ans. Alors, attendez, j'ai la date qui est notée, j'ai un petit pense-bête. Hop, je vous précise ça tout de suite. Donc, effectivement, il y a une exception pour les personnes qui vont atteindre l'âge de 67 ans au 31 décembre 2031. Et bien, cette limitation à 5 ans ne s'applique pas à eux. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Alors moi, j'ai une question sur les arrêts dérogatoires Covid. Sont-ils
bien aussi pour les parents, sont-ils aussi bien pour les parents vaccinés ou non d'enfants de moins de 16 ans? À ce sujet, il y a eu un communiqué de presse qui a été diffusé le 3 septembre dernier. Cependant, en fait, il n'y a pas ça n'a pas été concrétisé au sein d'un texte. Donc, pour le moment, il y a juste ce communiqué, mais on n'a pas d'éléments supplémentaires pour les parents d'enfants vaccinés ou non. On vous précise juste que concernant les questions pour lesquelles on a besoin d'effectuer des recherches supplémentaires, on vous enverra un FAQ a posteriori. Donc là, je ne sais pas si tu as une autre question. Alors, concernant le travail. D'accord, bah moi non plus. En fait, je profite du fait qu'on a encore un petit peu de temps pour vous préciser que dans le FRS spécial loi de financement de la sécurité sociale, vous pourrez retrouver également les mesures qu'on n'a pas traitées dans le cadre de ce webinaire parce qu'ils concernent des statuts particuliers. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses mesures qui concernent la protection sociale agricole et qu'on n'a pas traitées ici pour des raisons de temps. Et également des mesures qui concernent les artistes-auteurs et bien sûr tout un volet prestations pour les assurés. D'accord, si tu n'as pas d'autres questions. Non, pour moi, non, c'est d'accord. Alors, bah, écoutez, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Nous espérons avoir répondu à l'ensemble de vos attentes et nous vous remercions de votre participation et de votre attention. Donc, merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup.